Quand ma fille m'a dit d'aller mourir ailleurs parce que je ne valais plus rien, j'ai fait mes valises comme d'habitude, obéissant à tout ce qu'on me disait. 3 jours plus tard, j'étais chez un avocat et j'ai découvert que mon mari préparait quelque chose depuis des années. Je m'appelle Eleanor, et voici comment je suis passée de sans-abri à maîtresse de mon destin. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous venez. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée de l'anonymat à la connaissance de tout. Il y a un mois, j'étais Patricia Holmes, mariée depuis 40 ans et mère d'une fille très ingrate. Mon mari, Daniel, est décédé d'une crise cardiaque à 70 ans. À sa mort, j'ai cru que ma vie était finie. Jessica est apparue pendant mon deuil, faisant semblant de se soucier de moi. Elle a commencé à me dire combien il devait être difficile pour moi de rester seule dans cette grande maison. « Maman, tu ne peux plus gérer cet endroit toute seule », a-t-elle dit, mais elle ne le pensait pas vraiment. Le grand escalier, tout ce qui a besoin d'être réparé, tous ces tristes souvenirs. Ce n'est pas bon pour ta santé. J'aurais dû comprendre ce qu'elle manigançait. Jessica a toujours été la préférée de Daniel. C'était sa petite fille, celle qui, à ses yeux, ne faisait jamais rien de mal. Quand elle a épousé ce banquier nommé Richard et qu'ils ont eu des enfants, Daniel les a traités comme s'ils étaient parfaits. Quant à moi, je n'étais que celle qui cuisinait, faisait le ménage et s'assurait que tout fonctionne correctement. Après les funérailles, Jessica n'arrêtait pas de me mettre la pression sur ce que je devais faire. Elle amenait Richard et il s'asseyait pour me parler de différents endroits où vivent les personnes âgées. « Maman, ces résidences sont tellement agréables. Tu serais entourée de gens de ton âge. Tu pourrais faire des activités. Tu n'aurais pas à t'inquiéter de tout. » En réalité, il ne voulait pas partager l'argent et ne voulait pas avoir affaire à moi. Tout a basculé mardi dernier. Je vivais depuis 6 semaines dans ce que Jessica appelait maintenant leur maison, après la mort de Daniel. Je dormais encore dans la petite chambre parce que je n'avais pas le courage de vider la nôtre. Jessica est arrivée sans prévenir. Elle est arrivée avec Richard et 2 grands sacs. « Maman, on a dû faire un choix. Richard a trouvé un meilleur travail et on doit déménager en ville tout de suite. Cette maison est parfaite pour nous. » Je l'ai regardée, incapable de comprendre ce qu'elle disait. « Mais Jessica, c'est ici que j'habite. » C'est là que Jessica a révélé sa vraie nature. « En fait, maman, le testament de papa dit que j'hérite de tout. La maison, tout l'argent, tout. Je te laisse rester parce que je suis gentille, mais maintenant tu dois te débrouiller. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. « Jessica, il y a forcément une erreur. » Aucune erreur. Papa savait que je prendrais soin de ses affaires mieux que toi. Tu n'y connaissais rien en argent ni en placement. Tu n'étais que la femme. Juste la femme. Voilà à quoi se sont résumées 40 années. C'est alors qu'elle a prononcé les mots qui m'ont le plus blessé. « Va te trouver un autre endroit où mourir. Tu ne me sers plus à rien. » J'ai fait mes valises en une journée. 40 ans de ma vie tenaient dans 2 sacs et une boîte de photos. Jessica me regardait depuis la porte, les yeux rivés sur sa montre, comme si je la faisais arriver en retard. « Il y a un endroit sympa pour les personnes âgées sur Oak Street, » dit-elle comme si elle me recommandait un restaurant. « C'est pas cher. Je suis sûre qu'ils ont de la place. » Pas cher. Ma fille était sur le point d'hériter de 33 millions de dollars et elle voulait que j'aille dans un établissement pour pauvres. Richard a mis mes bagages dans leur voiture de luxe comme s'il jetait des ordures. « Margaret, tu seras heureuse de retrouver ton indépendance, » dit-il sans me regarder. « Tu n'auras plus à te soucier des réparations ni des impôts fonciers. »« Plus de maison, » voulait-il dire. Tandis que nous nous éloignions, j'ai vu ma maison disparaître dans le rétroviseur. La maison de Robert. La maison de Jessica, maintenant. Mais j'avais fait de cette maison un foyer. J'y avais organisé des fêtes d'anniversaire. Je m'étais occupée de Robert quand il était malade. Je veillais à ce que tout soit parfait pour lui. Et maintenant,
On me conduisait dans un motel miteux comme si plus personne ne voulait de moi. Le motel Riverside était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour $40 la nuit. Des murs délabrés, des serviettes fines et une moquette vieille et sale. Jessica m'a donné $150 comme si elle donnait un pourboire à une femme de chambre. Ça devrait vous dépanner quelques jours, le temps de vous installer, a-t-elle dit. Richard vous enverra de l'argent sur votre compte bancaire une fois qu'on aura fini d'examiner les papiers de papa. De l'argent qui aurait dû me revenir. Après leur départ, je me suis assise sur le lit inconfortable et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En 3 heures, je suis passée de veuve éplorée à sans-abri et vieille. La fille que j'avais élevée et aimée m'avait rejetée comme un vieux chiffon. Mais assise dans cette chambre de motel miteuse, j'ai commencé à comprendre. Robert était toujours très soigneux avec ses affaires. Il rangeait tout à sa place. Il m'avait montré son testament des années auparavant, m'avait expliqué ses dernières volontés, et j'étais sûre que ce n'était pas ce qui y était écrit. Robert était vieux jeu et parfois têtu, mais il n'était pas méchant. L'homme qui m'a tenu la main quand ma mère est décédée, qui me surprenait chaque année avec des fleurs pour notre anniversaire, ne m'aurait jamais laissé sans rien. Le lendemain matin, j'ai utilisé l'ordinateur du motel pour contacter l'avocat de Robert, un certain David Peterson. Il s'était occupé de l'achat de notre maison et avait géré d'autres affaires pour nous au fil des ans. Son cabinet était en centre-ville. Le trajet en bus m'a coûté cher, mais je devais absolument savoir. David Peterson était un homme d'une 60aine d'années, au regard bienveillant derrière ses lunettes. Quand la personne à l'accueil lui a annoncé ma venue concernant les papiers de mon mari, il a paru stupéfait. « Eleanor, j'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises, mais Jessica m'a dit que vous étiez en voyage. » « En voyage ? C'est ce que ma fille lui a dit. Monsieur Peterson, je dois vous interroger sur le testament de mon mari. » Il a semblé perplexe. « Bien sûr. Jessica ne vous en a pas donné de copie ? » Je lui ai remis l'original et des copies après l'avoir lu. Mon cœur s'est serré. Il y avait eu une lecture. « Eleanor, vous étiez censée être là. Jessica m'a dit que vous étiez trop triste et qu'elle s'occuperait de tout pour que vous obteniez ce qui vous revenait. J'ai blêmi en comprenant ce qui s'était réellement passé. Monsieur Peterson, personne ne m'a parlé de cette lecture. Jessica m'a dit qu'elle avait tout récupéré. » Le visage de David Peterson passa de la confusion à l'inquiétude. Il sortit un épais dossier et se dépêcha d'en extraire des papiers. « Eleanor, ce n'est pas possible. Le testament de votre mari stipule clairement ce que vous devez recevoir. » Je reconnaissais cette signature en bas du document. Elle était authentique et quelqu'un l'avait vérifiée et approuvée. Mais tandis que David commençait à lire, j'ai découvert que Jessica avait menti sur toute la ligne. Le document indiquait que mon mari m'avait légué la maison avec tout ce qu'elle contenait. Il précisait également qu'il m'avait légué 70% de tout l'argent, les actions et les comptes bancaires. Environ 23 millions de dollars. J'en ai eu le vertige. 23 millions de dollars. La maison, 70% de tout. David continua sa lecture et sa voix devint plus grave. Il avait légué de l'argent à Jessica, mais à certaines conditions. Elle ne toucherait de l'argent qu'à partir de 45 ans. Mais seulement si elle me traitait avec respect et attention après sa mort. Il le savait. D'une manière ou d'une autre, Robert savait exactement ce que Jessica allait tenter de faire. « Monsieur Peterson, ai-je murmuré. Jessica m'a dit que je n'avais rien. Elle a emménagé chez moi. Elle m'a donné $150 et m'a dit de trouver une maison de retraite. » Le visage du vieil avocat s'est empourpré de colère. « Eleanor, ce que Jessica a fait s'appelle de l'abus de faiblesse et de la fraude. Elle a enfreint de nombreuses lois, mais elle avait des papiers qui semblaient authentiques. Elle m'a montré des documents, probablement des faux, ou peut-être une ancienne copie. Votre mari a modifié son testament 6 mois avant sa mort.
Il l'a fait parce qu'il s'inquiétait de la façon dont Jessica gérait l'argent et de sa conviction de tout mériter. La pièce s'est mise à vibrer. Toutes ces fois où Jessica m'avait contredite, m'avait interrompue pendant les dîners, avait levé les yeux au ciel quand j'essayais d'aborder un sujet important. Robert avait tout observé. Il prenait des décisions. Il y a autre chose, Eleanor. L'argent légué à Jessica est assorti d'une condition. Si elle ne vous traite pas correctement après la mort de Robert, l'argent vous revient. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous voulez dire qu'en me mettant à la porte et en commettant une fraude, Jessica a perdu 10 millions de dollars? Cet argent vous revient maintenant. Vous ne recevez donc pas 23 millions de votre mari, mais 33 millions, la maison et tout ce qu'elle contient. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque risible. Jessica voulait tellement son argent qu'elle a provoqué exactement ce que Robert avait mis en place pour l'empêcher d'être avide. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé, à peine capable de parler. David a souri pour la première fois depuis la mort de Robert, et j'ai vu qu'il se montrait chaleureux envers moi. Maintenant, nous appelons la police pour signaler la fraude. Ensuite, nous appelons Jessica et nous lui disons qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose de grave. Peut-elle se défendre devant les tribunaux? Avec quel argent? Tous les comptes qu'elle pensait être les siens vous appartiennent désormais. Tous les comptes bancaires, tous les investissements, tout, sauf la maison, est bloqué jusqu'à ce que l'enquête sur sa fraude soit menée. J'ai imaginé Jessica chez moi, probablement déjà en train de planifier comment la transformer, d'acheter de nouvelles choses avec l'argent qu'elle croyait lui appartenir. Richard, lui, pensait sans doute à la façon dont cet argent pourrait l'aider dans son travail. Ils étaient loin de se douter que dans 6 heures à peine, tout ce qu'ils croyaient avoir construit s'effondrerait. Le bureau de David Peterson s'est transformé en véritable salle de crise pour ce qu'il appelait l'opération justice. Il a appelé la police, les banques et un enquêteur spécialisé dans les affaires criminelles, tandis que j'étais assise à ses côtés, essayant encore de comprendre à quel point Jessica avait menti. Les faux papiers sont vraiment bien faits, m'a expliqué une inspectrice en examinant le faux testament que Jessica m'avait montré. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Quelqu'un a planifié ça depuis longtemps. Pensez-vous que Jessica ait eu de l'aide? Ai-je demandé. Très certainement. Fabriquer de faux documents légaux requiert des connaissances particulières. Nous allons vérifier si Richard ou ses associés étaient impliqués. 2 heures plus tard, tous les comptes étaient bloqués. Les cartes de crédit de Jessica, sur lesquelles elle pensait avoir déposé son nouvel argent, ne fonctionnaient plus. Les abonnements aux services publics qu'elle avait transférés à son nom étaient coupés. Il fallait vérifier qui était le véritable propriétaire. Mon téléphone a sonné à 15h47. Le nom de Jessica s'affichait. « Maman, où es-tu? Il y a un problème avec les comptes bancaires. Ils disent que l'argent de papa est bloqué. » Bonjour Jessica. Je suis au bureau de David Peterson. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? L'avocat de papa, celui qui a lu le vrai testament dans une pièce vide pendant que tu lui disais que j'étais en voyage? Il y eut un silence. Puis, maman, je ne sais pas ce que tu crois avoir découvert, mais j'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse. Ma chérie, j'ai aussi découvert que ton père était plus intelligent que nous deux. Tu ne comprends pas. J'essayais de te protéger de la manipulation de grosses sommes d'argent. Tu n'en as jamais géré de telles. Ou alors, je comprends parfaitement. Tu as falsifié des papiers, volé de l'argent et mis ta mère de 67 ans à la porte parce que tu pensais que j'étais assez naïve pour ne pas m'en apercevoir. La voix de Jessica devint aiguë et apeurée. Maman, tu es confuse. La tristesse et le deuil te font voir les choses de travers, et quelqu'un essaie de te manipuler. C'était incroyable. Même prise en flagrant délit, Jessica essayait de me duper. Jessica, je vais te dire quelque chose. Non seulement tu n'as jamais rien reçu, mais les 10 millions que ton père t'a laissés sont maintenant à moi aussi,
car il a décrété que tu devais me traiter avec respect et bienveillance. C'est impossible. Une inspectrice est à côté de moi si tu veux lui parler pour lui expliquer qu'il est impossible de commettre une fraude. Le silence se fit au téléphone. J'entendais presque Jessica réfléchir, cherchant une solution. Maman, s'il te plaît, retrouvons-nous quelque part et parlons-en calmement. Je suis sûre qu'on trouvera une solution. Oh, on se verra, c'est certain, mais ce sera devant un juge quand tu seras arrêté. Tu ne ferais jamais ça à ta propre fille. Un frisson me parcourut. Tu vas voir. Je raccrochai et regardai David, qui souriait, visiblement fier. Combien de temps avant l'arrestation? L'inspectrice a suffisamment de preuves pour obtenir l'autorisation de l'arrêter. Ils l'amèneront ce soir. Et Richard et son argent? Il récupère tous ses documents. S'il a participé à la fabrication de ces faux papiers, il ira en prison lui aussi. Mon téléphone vibra. Un SMS de Jessica. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à mes enfants. Je montrai le message à la détective, qui sourit, mais d'un sourire forcé. C'est de la manipulation émotionnelle, dit-elle. C'est ce que font les gens qui commettent ce genre de crime. Je répondis, je pense à eux. Ils doivent voir ce qui arrive quand on vole sa famille. Richard appela une vingtaine de minutes plus tard. Eleanor, on peut sûrement arranger ça sans la police. Jessica a fait de mauvais choix, mais faire intervenir les flics, ça me paraît excessif. Richard, tu l'as aidé à faire ses faux papiers? Ce n'est pas important, Eleanor. Tu dois comprendre que Jessica était sous une pression énorme. Elle s'inquiétait de savoir si tu serais capable de gérer une grosse somme d'argent. Donc oui, c'était par méchanceté. Elle pensait vraiment t'aider en me mettant à la porte et en me disant d'aller mourir ailleurs. Richard n'a rien dit. Richard, voilà ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux être inculpés de fraude fédérale. Et moi, je serai chez moi, à regarder tout ça. Eleanor, sois prudente. J'ai été prudente pendant 40 ans. Ça ne m'a pas réussi. La police a arrêté Jessica à 20h30 alors qu'elle dînait dans un restaurant chic, probablement en train de fêter son argent avec Richard et d'autres personnes. D'après le détective, elle criait à l'injustice et réclamait son avocat, qui s'est avéré être un ami de Richard et n'y connaissait rien en droit pénal. Richard a été arrêté le lendemain matin à son travail. Des experts ont remonté la piste des faux papiers jusqu'à une imprimerie utilisée par la société de Richard pour fabriquer de faux documents d'investissement. Il s'avère que mon gendre avait déjà eu des problèmes avec la justice. Jessica ne le savait pas ou s'en fichait. J'ai passé ma première nuit chez moi depuis 40 ans, à dormir dans la grande chambre. Jessica avait déjà rangé ses vêtements là, se débarrassant de ce que mon mari avait organisé. J'ai mis toutes ses affaires dans des sacs poubelles et je les ai laissés sur le perron. Elle les récupérerait à sa sortie de prison. La maison me paraissait différente maintenant, non pas parce que Robert était parti, mais parce que je la voyais enfin comme la mienne. Pendant des années, je l'avais gardée comme le refuge de Robert. Tout était à son goût, selon ses besoins, à sa façon. Maintenant que je regardais autour de moi, je voyais à quel point ces pièces manquaient de ce que je désirais. Cela allait bientôt changer. David a appelé en milieu de journée avec des nouvelles. Jessica doit payer 50 000 $ pour sortir. Comme tout son argent est bloqué, elle aura besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Et Richard? 200 000 $. Le juge n'a pas apprécié que Richard ait des antécédents judiciaires. Tu savais que ton gendre était recherché pour des délits financiers? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant des discussions d'argent. Jessica et Richard me parlaient toujours comme à une gamine dès qu'il était question d'argent, simplifiant à l'extrême car ils pensaient que je n'y arriverais pas. Ils allaient bientôt découvrir ce que je savais faire. David, je veux changer certaines choses dans la maison. Jessica avait déjà des gens prêts à la rénover.
Je veux suivre certains de ses projets, mais à ma façon. Bonne idée. C'est ta maison maintenant, Eleanor. Fais ce qui te rend heureuse. Ce qui me rendait heureuse, c'était de modifier systématiquement toutes les idées que Jessica avait pour mon argent. Elle voulait démolir la cuisine, changer les sols et transformer le bureau en cave à vin. J'allais plutôt transformer le bureau en atelier de peinture et mettre des livres à la place de la cave à vin. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Madame Holmes, ici James de la chaîne 7 News. Nous savons que vous êtes impliqué dans une affaire criminelle importante avec votre fille. Accepteriez-vous de nous en parler? La nouvelle se répandait. Dans une ville de cette taille, l'arrestation d'un grand banquier et de sa femme pour vol chez une mère âgée faisait les gros titres. Monsieur James, je suis contente que vous vouliez parler, mais je ne suis pas prête à raconter tout ça. Je comprends que ce soit difficile, mais raconter ce qui s'est passé pourrait aider d'autres personnes âgées à comprendre quand leurs enfants mentent pour voler. Il avait raison. Combien de femmes âgées comme moi se faisaient berner par leurs enfants qui les considéraient comme un obstacle à leur argent? Si je décidais de raconter mon histoire, aurais-je le droit de choisir la version finale? Oui, tout à fait. On pourrait s'asseoir et en discuter, et vous pourriez relire le récit avant de le diffuser. J'ai pensé à Jessica, en prison à l'heure actuelle, qui pense sans doute encore pouvoir s'en sortir en étant gentille avec les gens. Monsieur James, je vous rappelle. J'aurais peut-être une histoire à partager. J'ai raccroché et me suis versé un verre du bon vin que Richard nous avait offert. Un vin que je buvais maintenant chez moi, acheté avec mon propre argent, tout en me demandant si je devais parler de ma fille à la télévision. La vie avait pris une tournure inattendue. La sonnette a retenti à 7 heures du matin. Par la fenêtre, j'ai aperçu Jessica sur le perron, vêtue des mêmes vêtements que la veille, comme si elle avait pris 5 ans en une nuit. Elle venait de sortir de prison. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Maman, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. On a parlé hier. Tu m'as dit d'aller mourir quelque part. J'ai trouvé un endroit où vivre. Les yeux de Jessica étaient rouges d'avoir pleuré. Tout va mal. Vraiment, vraiment mal. Mais je suis toujours ta fille. Vraiment? Parce que les filles ne font généralement pas de faux papiers pour voler l'argent de leur mère. Je ne te volais pas. Elle s'est arrêtée, incapable de trouver des mots qui ne sonnent pas comme un crime. Qu'est-ce que tu faisais, Jessica? Je t'aidais à ne pas faire de mauvais choix financiers. Tu n'as jamais eu affaire à beaucoup d'argent. Même maintenant, même après avoir été arrêtée pour un crime, elle était incapable de dire la vérité. Dans l'esprit de Jessica, c'était elle qui souffrait. Jessica, laisse-moi te raconter quelque chose que ton père m'a dit 6 mois avant de mourir. Il a dit qu'il s'inquiétait de ta conviction de tout mériter, de ton rapport à l'argent et de la façon dont tu traitais ceux que tu considérais comme inférieurs. Jessica pâlit. Papa n'a jamais dit ça. Il a dit que tu étais comme sa sœur, Claudia, belle, charmante et égocentrique. Il a dit qu'il modifiait le testament parce qu'il avait peur de ce que tu pourrais me faire si tu prenais le pouvoir. Ce n'est pas vrai. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré un message vocal. En fait, si. Ton père a fait une vidéo expliquant pourquoi il a modifié son testament. Elle se lance si tu contestes le testament ou si tu me traites mal après sa mort. Jessica regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Il a compris, ma chérie. Il savait exactement qui tu étais sous ce charme. La seule chose qu'il n'a pas vue, c'est jusqu'où tu serais capable d'aller. Lance-la, dit-elle doucement. J'appuyai sur l'écran et la voix de mon mari sortit du téléphone. Posée, grave et dure. Si tu entends ce message, Jessica, c'est que mes craintes étaient fondées. J'espérais me tromper. J'espérais que ma fille avait plus d'honneur que je ne le pensais. Mais si Margaret te fait écouter ça, c'est que tu m'as donné raison, et de la pire des manières. Jessica était assise sur les marches du perron tandis que la voix de Robert continuait.
J'ai vu ta mère renoncer à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle pouvait faire, à son propre choix, pendant 43 ans pour s'occuper de nous. Elle travaillait à temps partiel pour financer tes études pendant que je développais mon entreprise. Elle n'a pas repris ses études. Elle n'a pas pris de risques professionnels. Elle a simplement essayé d'être l'épouse et la mère dont elle pensait que nous avions besoin. La vidéo a continué pendant 3 minutes. Chaque mot était choisi avec soin. Chaque phrase semblait trancher les mensonges de Jessica et les illusions qu'elle se répétait. Quand tu entendras ça, tu comprendras que maltraiter ta mère t'a tout coûté. J'espère que ça en valait la peine. Quand ce fut terminé, Jessica pleurait. Non pas les jolis pleurs qu'elle utilisait pour tromper les gens depuis toute petite, mais de vrais sanglots, des larmes de désespoir. Il me détestait, dit-elle. Non, Jessica, il t'aimait suffisamment pour souhaiter que tu lui prouves qu'il avait tort. Tu as décidé de lui donner raison. Elle leva les yeux vers moi, les joues marquées par des traits de maquillage sombre. Et maintenant, tu assumes les conséquences de tes actes. Les accusations, les enquêtes, les conséquences désastreuses quand l'histoire sera connue. Les médias. La chaîne Seven veut m'interviewer sur le vol commis par les enfants sur leurs parents. Je pense que je vais accepter. Le visage de Jessica se décomposa. Maman, pense à ce que ça va faire à mes enfants, au travail de Richard, à toute notre famille. J'y pense. Je pense à ton indifférence totale quand tu as décidé de commettre tous ces délits. Elle se leva lentement, paraissant plus vieille et plus brisée que jamais. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste l'argent. Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais ne plus avoir à m'inquiéter. Pour la première fois dans cette terrible situation, Jessica disait la vérité. Je te crois, ma chérie, mais vouloir quelque chose ne te donne pas le droit de faire du mal aux autres pour l'obtenir. Elle hocha la tête, toujours en pleurs. Que puis-je faire pour arranger ça? Tu peux commencer par admettre que tu as mal agi. Pas par manque de discernement, ni par manque d'intention d'aider, ni par complication, juste par erreur. C'était mal. C'était absolument impardonnable. Ensuite, tu pourras affronter la suite avec un minimum de respect, au lieu de chercher à t'en sortir par la ruse. Jessica me fixa longuement, voyant peut-être pour la première fois non pas la mère qu'elle pouvait dominer, mais la femme qui venait de la battre sauvagement. Je l'ai bien mérité, n'est-ce pas? Oui, Jessica. Absolument. 3 jours après que Jessica ait pleuré sur le perron, la mère de Richard s'est présentée à ma porte. Caroline Dawson était exactement comme je l'avais imaginé. Une coiffure impeccable, des bijoux à profusion et une attitude hautaine. Éléanore, il faut qu'on parle calmement, sans colère. Je l'ai fait entrer, curieuse de découvrir le mensonge que la famille de Richard avait inventé. Caroline s'est assise dans mon salon, comme si elle me laissait tranquille. Richard a fait de mauvais choix, certes, mais le faire passer par la justice, c'est cruel, non? Cruel. Votre fils m'a aidé à voler mon argent et m'a mise à la porte. Richard n'a fait qu'obéir à Jessica. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Elle essayait de faire porter le chapeau à ma fille pour le crime de son fils. J'étais impressionnée par son culot. Madame Dawson, Richard a falsifié des papiers. Ce n'est pas suivre les ordres de quelqu'un d'autre. C'est de la complicité. L'avocat de Richard pense qu'on peut trouver un arrangement qui convienne à tout le monde. Vous récupérez votre maison. Jessica est punie comme elle le mérite. Et Richard n'aura pas à subir de procès. Une punition comme elle le mérite. Comme si ces crimes n'étaient que de l'impolitesse. Quel genre d'arrangement? Caroline sourit comme si elle avait déjà gagné. La famille de Richard veut vous donner de l'argent pour le mal qui s'est passé. Disons 2 millions de dollars si vous arrêtez de porter plainte contre Richard. 2 millions de dollars pour pardonner à l'homme qui m'a aidé à me voler 33 millions. Madame Dawson,
Votre fils a participé à un plan qui m'a dépouillé de tout. Vous croyez que 2 millions suffisent à régler ça? Éléanore, soyez réaliste. Richard a un travail, des enfants, une réputation à préserver. L'envoyer en prison n'aide personne. Cela rend justice. Le visage parfait de Caroline se fissura légèrement. La justice? Vous ruinez des familles entières pour de l'argent que vous n'auriez de toute façon pas su gérer. Voilà. La même méchanceté qui avait tout gâché avec Jessica. Dans leur monde, je n'étais qu'une fille qui avait pris la grosse tête. Madame Dawson, je crois que c'est terminé. Éléanore, réfléchissez-y à 2 fois. 5 millions. Offre finale. 5 millions de dollars pour libérer Richard. La somme était énorme, mais rien ne changerait ce qui était juste. Ma réponse est non. Caroline se leva et reprit son air grave. Très bien. Mais sachez que les avocats de Richard ont découvert des choses sur les affaires de votre mari. Ce serait catastrophique si cela se savait au tribunal. La menace était claire, mais je n'avais pas peur, je voulais juste en savoir plus. Quel genre de choses? Celles qui pourraient vous faire douter du véritable coupable. Après son départ, j'ai immédiatement appelé David. Éléanore, quoi qu'ils aient trouvé, cela ne change rien à ce que Jessica et Richard ont fait. Mais cela pourrait-il nuire au procès? Peut-être que s'ils parviennent à semer la confusion, à faire douter les gens de l'honnêteté de votre mari ou de ses affaires, cela pourrait influencer l'opinion du jury. J'ai pensé à Robert, à nous, à tous les secrets de ces 40 années passées ensemble. David, je veux tout savoir sur les affaires de Robert. Chaque transaction, chaque relation, chaque problème potentiel. Éléanore, en es-tu sûre? Parfois, il vaut mieux laisser le passé tel quel. La famille de Richard va salir la mémoire de mon mari pour protéger leur fils criminel. Je veux d'abord connaître la vérité. Ce soir-là, je me suis installée dans mon bureau et j'ai commencé à examiner attentivement les papiers. Robert tenait tout en ordre. Chaque page était datée et classée. Mais en examinant de plus près ces documents comptables, j'ai découvert des choses incohérentes. Des virements vers des sociétés qui semblaient fictives, des honoraires exorbitants pour des services rendus, des transactions avec des entreprises purement fictives. À minuit, j'ai fait une découverte qui a bouleversé ma vision de mon mari. Carole Martinez, la personne recommandée par le détective, était perspicace et spécialisée dans les affaires de fraude financière. Elle a passé 6 heures dans le bureau à analyser les documents et à dresser, selon elle, le portrait fidèle des activités de mon mari. Madame Holmes, votre mari blanchissait de l'argent illégalement par le biais de son entreprise. On parle de plusieurs millions de dollars de transactions illégales sur une période de 10 ans. Le choc a été terrible. Ce n'est pas vrai. Robert était la meilleure personne que je connaissais. Je suis désolée, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour des familles mafieuses en utilisant son entreprise comme couverture. J'ai examiné les papiers sur le bureau. Des factures pour des travaux fictifs. Des contrats sans valeur. Des paiements en liquide correspondant à des activités criminelles. Depuis combien de temps cela durait-il? Ces documents indiquent au moins 12 ans, peut-être plus. 12 ans. Pendant que j'organisais des fêtes et que j'assistais à des événements mondains, mon mari aidait des familles mafieuses à blanchir leur argent. Madame Holmes, il y a autre chose. Les 10 millions que Robert a laissés à Jessica provenaient directement d'argent illégal. Si la police fédérale le découvre, elle saisira tout, considéré comme de l'argent sale. La pièce s'est mise à trembler. Tout, la maison, les actions, absolument tout. À moins que... À moins que quoi? Carole semblait mal à l'aise. À moins que les avocats de Jessica et Richard ne soient déjà au courant et ne comptent s'en servir contre vous. S'ils dénoncent les crimes de votre mari à la police fédérale, ils pourraient négocier un arrangement et éviter la prison en échange de leur collaboration.
Ma fille et son mari ne se contentaient pas de me voler mon argent. Ils détenaient des informations qui pourraient me dépouiller de tout. Quelles sont mes options? Vous pourriez tout révéler vous-même à la police fédérale, dire que c'est vous qui avez découvert la vérité et espérer une certaine clémence. Vous perdriez la majeure partie de l'argent, mais vous pourriez garder la maison. Sinon, les hommes de Jessica et Richard iront probablement tout révéler à la police fédérale au moment le plus opportun. Vous perdrez l'argent de toute façon, et vous risquez en plus d'être accusé de possession d'argent sale. Je repensais au sourire serein de Caroline, à sa certitude que j'accepterais son argent. Ils étaient au courant des crimes de Robert depuis le début. Carole, comment ont-ils découvert tout ça? Richard est banquier. Il a forcément repéré les schémas dans les relevés bancaires de Robert. La vraie question, c'est, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mon téléphone a sonné. Jessica. Maman, il faut qu'on se voie ce soir. Il y a des choses concernant papa qui changent tout. Je le sais déjà, Jessica. Silence. Alors, qu'est-ce que tu sais? Je sais pour les transferts d'argent. Je sais pour les criminels. Je sais que tout ce que papa nous a laissé est mauvais. Maman, écoute-moi bien. Les avocats de Richard sont en contact avec la police fédérale. Ils veulent négocier un nouvel accord pour nous. Quel genre d'accord? Richard n'ira pas en prison s'il aide la police fédérale avec les affaires criminelles de papa. Tu gardes 5 millions et la maison. Tout le reste va à l'État. Et toi? Les accusations de crime sont abandonnées. On s'en sort tous indemnes. C'était intelligent, d'une certaine manière, mais ça montrait aussi leur égoïsme. Jessica a profité de ma victoire. Jessica, tu me demandes de t'aider à commettre des crimes en utilisant ceux de papa. Je te demande d'être réaliste. Sinon, on perd tout et tu risques d'être inculpé toi aussi. J'ai observé le bureau de Robert, le voyant clairement pour la première fois. Les beaux meubles, les vieux livres, les tableaux, tout acheté avec l'argent du sang. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, le rendez-vous avec la police fédérale est demain matin. L'avocat de Richard a besoin d'une réponse immédiatement. Après avoir accroché, je suis restée assise dans le bureau plongée dans l'obscurité, avec sous les yeux la preuve que mon mari menait une double vie. 43 ans de mariage avec quelqu'un que je connaissais à peine. Une fille qui avait appris de son père à mentir et à manipuler les gens. Mais elle a commis une grave erreur. Elle a sous-estimé qui je suis capable de faire quand je suis dos au mur. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Carole. Carole, tu peux me faire rencontrer la police fédérale au plus vite? J'ai une histoire à leur raconter, et je pense qu'ils voudront l'entendre. L'agent fédéral Thomas Martinez ressemblait trait pour trait à un agent fédéral. Sérieux, intelligent et indifférent au charme, il était assis en face de moi dans le bureau de David. Il enregistrait mes propos et prenait des notes. Madame Holmes, vous comprenez qu'en venant nous voir, vous admettez avoir reçu de l'argent d'origine criminelle. Je comprends, mais je veux dire la vérité au lieu de laisser ma fille et mon gendre manipuler toute cette affaire. Je lui ai tout raconté. Les activités secrètes de Robert. Le plan de fraude de Jessica. Les faux papiers de Richard et le chantage déguisé en offre de règlement. Votre fille pense pouvoir révéler les crimes de votre mari pour échapper aux poursuites. C'est exactement ce qu'elle croit, et elle pense que je l'aiderai parce que j'ai peur de perdre l'argent. L'agent Martinez sourit pour la première fois. Avez-vous peur, Madame Holmes? Agent Martinez, il y a 2 semaines, j'étais une veuve éplorée dormant dans un motel miteux. Aujourd'hui, je suis assise ici à raconter aux agents fédéraux les activités criminelles de mon défunt mari. Je n'ai pas peur. Je suis en colère. Je suis furieuse d'avoir été manipulée par des gens qui m'ont prise pour une imbécile pendant si longtemps. L'agent Martinez sourit encore plus largement. Madame Holmes, accepteriez-vous de porter un dispositif d'enregistrement? 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon, un enregistreur sur la poitrine,
attendant Jessica et Richard pour ce qu'ils croyaient être une réunion où je craquerais. Ils ont frappé à 8 heures, habillés comme pour une réunion d'affaires. Richard portait un sac, probablement rempli de contrats et d'accords. « Maman, tu as meilleure mine que depuis des semaines », dit Jessica en m'embrassant la joue comme si de rien n'était. « Je me sens mieux. Savoir la vérité, ça fait du bien. » Richard ouvrit son sac rapidement et d'un air professionnel. « Eleanor, on a fait une super affaire pour toi. Tu gardes la maison, 5 millions d'argent propre, et tu n'es pas inculpé pour les crimes de Robert. » Argent propre. C'est une drôle de façon de le dire. Jessica attira rapidement le regard de Richard. « Maman, le truc, c'est qu'on est tous protégés. Le passé reste caché et on passe à autre chose. Et les 33 millions que Robert m'a vraiment laissés ? Maman, cet argent, c'est mal. On ne peut pas le dissocier des activités criminelles de papa. 5 millions, c'est le mieux que tu puisses obtenir. Et vous deux ? Qu'est-ce que vous recevez ? » Richard s'approcha, de nouveau confiant. « On surmonte cette épreuve. Jessica n'est pas inculpée. Je garde ma réputation et on repart à zéro. » Quelle épreuve ! Il continuait de qualifier les accusations de crime fédéral de terribles. « Richard, aide-moi à comprendre. Quand as-tu découvert les activités criminelles de Robert ? Quoi ? Je veux dire, le savais-tu quand tu as épousé Jessica ? Ou l'as-tu découvert seulement au moment où tu prévoyais de voler mon argent ? » Jessica et Richard échangèrent un regard. « Eleanor, je ne pense pas que cela ait d'importance pour ce dont nous parlons. En fait, je pense que c'est crucial. Si tu étais au courant des crimes de Robert et que tu n'as rien dit, cela fait de toi une complice. Si tu l'as découvert en commettant des crimes, c'est que tu n'as vraiment pas de chance. » Jessica commença à perdre son calme. « Maman, où veux-tu en venir ? Je dis que vous avez planifié ça pendant des mois, peut-être des années. Les faux papiers, la découverte du vol d'argent, même les hommes de Richard qui fabriquent de faux documents. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. C'est dingue. Vraiment ? L'agent Martinez trouve cela plausible. » Jessica et Richard pâlirent. « Agent Martinez. » Richard parvint à peine à le dire. « Police fédérale. » Elle s'est montrée très intéressée par mon histoire de maltraitance envers une personne âgée, de crimes et de chantage. Surtout par la partie où vous avez essayé de me forcer à parler des crimes de mon défunt mari. Richard se leva brusquement et se précipita vers son sac. « Eleanor, cette conversation est terminée. En fait, Richard, je crois qu'elle ne fait que commencer. » L'agent Martinez et 2 autres agents fédéraux entrèrent dans mon salon tandis que Jessica et Richard restaient assis, immobiles. Le sac que Richard voulait leur prendre, ainsi que leur téléphone, leur furent immédiatement confisqués. « Jessica Sullivan Miles et Richard Miles, vous êtes en état d'arrestation pour fraude par voie électronique, maltraitance envers une personne âgée et tentative de subornation de témoins. » Jessica me regarda comme si je l'avais profondément blessée. « Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ? De la même manière que tu pourrais falsifier des papiers et me voler, ma chérie, sauf que ma méthode est légale. » Tandis que les agents me notaient les mains, Richard tenta une dernière chose. « Eleanor, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Il y a des gens liés à l'entreprise de Robert qui n'apprécieront pas l'attention des autorités fédérales. Vous venez de vous mettre en danger. » L'agent Martinez a interrompu la lecture de leurs droits. « Monsieur Miles, menacez-vous un témoin à charge ? » Je lui explique la situation réelle. « La situation réelle, a dit l'agent Martinez, c'est que vous venez d'ajouter des accusations de menaces à celles qui pesaient déjà contre vous. » Après leur départ, l'agent Martinez s'est rassis avec moi. « Madame Holmes, l'avertissement de Richard n'était peut-être pas totalement infondé. Votre mari travaillait avec des gens dangereux. » « À quel point ? » « Principalement l'organisation criminelle de Turin.
Ils utilisent de véritables entreprises pour blanchir de l'argent depuis des années. L'entreprise de votre mari était l'une de leurs plus importantes opérations de blanchiment. Je ne connaissais pas le nom, mais le visage de l'agent en disait long. Suis-je réellement en danger? Peut-être. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre concernant le travail de votre mari qui change tout. L'agent Martinez a sorti un épais dossier qui documentait des mois d'enquête. Madame Holmes, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent sale. Il collaborait avec la police fédérale. Pendant 12 ans, il a fourni des informations sur des affaires criminelles tout en prétendant aider à blanchir de l'argent. Le monde a basculé. Robert travaillait pour la police fédérale, sous couverture profonde, un travail de longue haleine. Ce travail était si secret que même le bureau de la police fédérale de la ville n'était pas au courant. Votre mari nous aidait à monter des dossiers contre de nombreux groupes criminels. Mais l'argent était bien réel. La police fédérale lui a permis de garder une partie de l'argent blanchi en guise de paiement pour sa collaboration et pour préserver sa fausse identité. Tout ce qu'il vous a laissé, il l'a gagné en collaborant sciemment avec la police fédérale. Je suis restée assise, essayant de comprendre. Alors, les 33 millions m'appartiennent légalement. Votre mari est décédé avant la fin de l'enquête, mais son aide pendant 12 ans a permis 47 arrestations et la saisie de 200 millions de dollars appartenant à des criminels. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que l'enquête était toujours en cours et que nous n'étions pas sûrs de votre implication. Le plan de votre fille et de votre gendre nous a permis de constater votre innocence. Jessica et Richard ignoraient tout cela. Ils soupçonnaient des activités criminelles, mais ils ne connaissaient pas l'aide fédérale. Ils comptaient vous extorquer des informations qui auraient été cruciales pour votre mari. L'ironie était si flagrante que cela semblait prémédité. Jessica a tenté de me soutirer de l'argent à 2 reprises. Une fois par des actes criminels et une autre fois par la force, se basant sur des informations incomplètes. Agent Martinez, que se passe-t-il maintenant? Vous récupérez votre argent, votre fille et votre gendre sont inculpés par un tribunal fédéral, et vous décidez comment vous voulez vivre avec votre argent et le danger dont Richard vous a parlé. Le groupe criminel sera trop occupé par ses propres problèmes judiciaires pour s'occuper de vous. Nous allons mener des perquisitions dans 3 États demain matin. J'ai regardé autour de moi dans mon salon, le voyant comme le lieu de ma renaissance plutôt que celui de mon humiliation. Agent Martinez, puis-je vous poser une question? Bien sûr. À votre avis, est-ce mal de me réjouir de l'arrestation de Jessica? L'agent Martinez a souri. Madame Holmes, à mon avis, vous êtes une femme qui ne se laisse pas manipuler. C'est admirable. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine rénovée, préparant du café pour 2. Le soleil matinal filtrait à travers les nouvelles fenêtres qui s'ouvraient enfin correctement, illuminant le plan de travail que j'avais choisi moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour, Eleanor. Le docteur Sarah Martinez, la sœur de Carole et ma nouvelle conseillère financière, entra avec un épais dossier de rapport d'investissement. Bonjour, Sarah. Êtes-vous prête pour notre chèque trimestriel? Les 6 derniers mois ont filé à toute vitesse. Des procès, des demandes d'interviews télévisées et des changements personnels. Jessica et Richard purgent chacun une peine de 18 mois de prison fédérale. Les récits de leurs crimes m'ont rendu en quelque sorte célèbre dans les associations d'aide aux personnes âgées. Ton plan financier fonctionne à merveille, dit Sarah, assise à ma nouvelle table de petit déjeuner. La fondation marche très bien, et la bourse scolaire a déjà été attribuée en premier. Le groupe Eleanor Holmes pour la protection des personnes âgées est devenu ma principale priorité. J'ai utilisé 15 millions de dollars de ma fortune pour aider les personnes âgées victimes de crimes financiers familiaux et pour faire évoluer les lois afin de mieux les protéger. Des nouvelles de la série sur mon histoire. Netflix a donné son accord. Le tournage devrait commencer le mois prochain.
Mon histoire a suscité un intérêt bien plus important que les premiers articles de presse. The Murderous Victory, une histoire criminelle américaine, est en cours d'adaptation en mini-série, dont les bénéfices seront reversés à des associations d'aide aux personnes âgées. Et Jessica. Le regard de Sarah se fit plus grave. Elle m'a écrit à plusieurs reprises. Son avocat dit qu'elle veut s'excuser et me demander pardon. Jessica avait écrit 17 lettres de prison. J'ai lu les premières, qui étaient soit des excuses, soit désespérées, mais j'ai décidé de ne plus les ouvrir. Certaines relations brisées ne se réparent pas avec de simples mots. Sarah, ai-je changé d'avis? Pas par rapport à ce dont nous avons parlé, mais les gens changent, Eleanor. Même ceux qui ont commis des actes terribles. J'ai repensé à la femme que j'étais il y a 6 mois. Triste, dépendante, prête à accepter le peu de respect que ma famille voulait bien m'accorder. Cette femme a peut-être ressenti le besoin de pardonner à Jessica, de réparer une relation en se basant sur ses propres regrets et sur la façon dont les choses étaient censées se dérouler. Mais cette femme n'existe plus. Sarah organise une rencontre avec l'avocat de Jessica. Non pas pour arranger les choses, mais pour clarifier la situation. Quoi donc? Je veux que Jessica comprenne que ses actes ont eu des conséquences qui vont bien au-delà de la prison. Je veux qu'elle sache qu'elle a détruit notre relation pour de bon et que ses enfants grandiront en comprenant pourquoi leur mère est en prison. Ça paraît cruel. Tant mieux. C'est voulu. Jessica a fait des choses, une fois adulte, qui ont blessé des gens qu'elle était censée aimer. Elle ne devrait pas échapper aux conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle a écrit quelques lettres. Sarah a noté cela dans son carnet. Et les petits-enfants. Jessica a demandé si elle pouvait les voir sous surveillance. Ma façon d'agir avec les enfants de Jessica dépendra de leur propre choix une fois adultes, et non des tentatives de leur mère pour se sentir mieux. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai aperçu un camion avec un gros carton. Ce sont sûrement les nouvelles affaires pour l'atelier d'art, ai-je dit à Sarah. L'atelier d'art était ma transformation préférée. L'ancien bureau était maintenant lumineux et spacieux, et je retrouvais le plaisir de peindre. J'avais abandonné cette passion en me mariant et en devenant une épouse qui subvenait aux besoins de tous. Eleanor, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Aurais-tu préféré que les choses se passent autrement? La prison, l'attention médiatique, la famille déchirée. J'ai réfléchi à cette question en signant le bon de livraison. 6 mois plus tôt, j'étais invisible, veuve, sans argent, sans domicile, sans espoir. Aujourd'hui, je suis millionnaire et j'aide les autres grâce à un groupe, un contrat pour un spectacle et une cause qui dépasse la simple survie. Sarah, ma fille, a essayé de me voler tout ce que je possédais et de me mettre à la rue. Mon gendre a falsifié des papiers et a tenté de me manipuler par des secrets. Ils m'ont révélé leur vrai visage lorsqu'ils ont cru que je ne pourrais rien faire. Mais ils restent ma famille. Non, ils sont de mon sang. La famille, ce sont ceux qui vous protègent dans les moments difficiles, pas ceux qui vous font du mal pour de l'argent. Sarah ferma son carnet, visiblement satisfaite de ma réponse. D'ailleurs, ajoutai-je, regarde qui je suis devenue depuis que j'ai cessé de les laisser décider de ma valeur. Après le départ de Sarah, j'ai parcouru ma maison. Ma vraie maison maintenant, aménagée à mon goût, organisée selon mes envies. Dans l'atelier, j'ai contemplé ma dernière toile, le portrait d'une femme, debout dans une lumière éclatante, le regard tourné vers l'avenir. Cette femme ne ressemblait en rien à la veuve triste qui avait emballé ses affaires dans 2 sacs 6 mois auparavant. Elle paraissait forte, libre, sans peur. Elle avait l'air d'avoir compris que la vengeance n'est pas la meilleure solution. Devenir tout ce que ceux qui vous ont blessé vous ont dit que vous ne pourriez jamais être, voilà la meilleure solution. Dehors, le soleil se couchait derrière les arbres. Je m'étais enraciné dans la terre qui m'appartient, sur ce sol que j'ai conservé grâce à mon intelligence et mon courage, et non parce que je l'ai hérité ou que je suis né avec.
Demain, je continuerai à bâtir la vie que j'ai choisie, et non celle que d'autres ont planifiée pour moi. Et si Jessica veut arranger les choses avec cette femme, elle a intérêt à faire bien plus que de vaines lettres et des excuses creuses. Elle a intérêt à opérer un changement radical, comme celui que j'ai fait. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre propre histoire dans les commentaires. Vos mots comptent.